Bonsoir à tous, j'espère que ce soir vous serez surpris. On a une belle émission avec un sujet étonnant et qui attire pas mal d'attention là en ce moment. On va parler de l'au-delà, on va parler de la mort avec deux invités exceptionnels pour un livre vraiment passionnant. C'est Jocelyn Morisson et Romuald Leterrier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Jocelyn Morisson, on l'avait accueilli il y a quelques temps. Jocelyn est auteur, conférencier, journaliste, traducteur et cofondateur de Native, dont on parle beaucoup sur Olam en ce moment. Il est rédacteur en chef aussi de Native. Et Romuald mène depuis des années une recherche, une exploration sur plein de sujets, sur l'Amazonie, sur le chamanisme en Amazonie, sur la médecine des plantes, ethnobotaniste, j'ai lu ça. Et c'est aussi un conseiller scientifique, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages et d'articles consacrés notamment au lien entre la science et les traditions primordiales. Et ils ont tous les deux commis un premier crime il y a quelque temps qui s'appelait se souvenir du futur. Et là, ce soir, on va parler de la suite, se souvenir de l'au-delà. Et on avait pensé que c'était un thème qui était, voilà, magnifique livre, d'une grande richesse de contenu qui est une approche pluridisciplinaire, exhaustive, presque exhaustive et scientifique de toutes les différentes approches du sujet, et en même temps avec une vision intime et des témoignages de Romuald et Jocelyn vraiment touchants, avec un partage d'expériences assez intense. Donc ce mix, j'ai trouvé ça vraiment idéal, et le livre est passionnant, tout simplement. Et Emmanuel, on avait pensé que c'était vraiment pertinent de traiter ce sujet et d'inviter nos deux amis ce soir. Oui, effectivement, je crois que la mort, c'est un sujet qui a été omniprésent depuis des mois. Il y a qu'à voir en fait le décompte incessant de morts qu'on nous propose à la télévision. On est comme dans une obsession de la peur de la mort. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû faire face à la mort brutale, à la perte d'un proche, sans possibilité aussi d'accompagnement ou d'être présent. Donc ça a aussi soulevé des questionnements. Et puis surtout, la médecine aussi est prise dans une sorte de course en fait à l'évitement de la mort, comme si en fait la mort était vue comme un échec de la médecine. Donc face à tout ça, et puis avec la sortie du livre, je me suis dit qu'il fallait peut-être revoir notre copie, qu'il y avait peut-être des choses à repenser autour de ça, et que peut-être plutôt que de vivre dans une sorte d'évitement perpétuel de la mort, comment est-ce qu'on pourrait réintégrer toute la dimension que ça contient, et que ça nous permettrait en contraste en fait d'aborder peut-être la vie autrement, tout simplement. Je sais que dans le livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée qui dit « Notre relation à la mort conditionne notre relation à la vie ». Je trouve que déjà, c'est assez explicite en soi. Donc peut-être on va commencer par se questionner qu'est-ce que la mort? La question toute simple, je prétends pas qu'on puisse y répondre ce soir. Est-ce que c'est simplement la finalité de toute vie? Est-ce que c'est une autre étape de la vie? Ou est-ce que, comme le dit Jean Kounen dans sa préface aussi, c'est peut-être une épreuve initiatique? Quel serait votre regard là-dessus? Qui commence? Je veux bien commencer, si tu veux, sur l'aspect un peu scientifique, quoi, en tant que journaliste. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux expériences de mort imminente, notamment. Et donc, comme tu le disais, Manuel, oui, la mort, c'est l'échec de la médecine, hein. Et aujourd'hui, on vit dans ce monde très matérialiste et qui est dominé par ce paradigme scientifique médical. Donc, clairement, la mort n'est envisagée que sous l'angle du corps physique. Et la médecine a pour but de maintenir les fonctions physiques, physiologiques le plus longtemps possible. Et on a complètement oublié ce qui se pratiquait, notamment au Moyen-Âge, qu'on appelle les ars moriendi, l'art de bien mourir, et qu'on retrouve en fait dans tout un tas de cultures. Et nous, on vit une espèce de parenthèse depuis quelques siècles complètement matérialiste, hein, rationaliste, dans laquelle on considère que la seule réalité, c'est la matière, donc le corps. Donc effectivement, on ne tient pas compte de l'esprit, on a oublié l'existence de l'âme, c'est relégué dans le champ des religions, et il y a toujours, si on le souhaite, un prêtre qui peut venir nous donner l'extrême onction sur le lit de mort, mais globalement, c'est une problématique qui est gérée entièrement par la médecine.
Et donc, voilà, tant qu'on peut maintenir les fonctions vitales, et ça pose des questions, bien sûr, sur l'accompagnement de fin de vie, avec la loi Lennetti-Kleist, notamment, qui est bien fichue, mais qui est mal appliquée, hein, au dire même des spécialistes, des médecins travaillent dans ces services de gériatrie. Donc c'est une problématique complètement actuelle, et c'est vrai que la situation actuelle nous oblige à repenser un petit peu cette relation que nous avons avec la mort, parce que peut-être au vu de la quantité astronomique d'expériences qui existent dans le monde, de gens qui ont vécu des interactions avec l'au-delà sous différentes formes, peut-être qu'il y a quelque chose de nous qui survit. Nous, on ne prétend pas affirmer dans le livre qu'on a les preuves de ça. En revanche, on fait part de notre conviction que oui, c'est tout à fait possible, et en tout cas, c'est une hypothèse qui est parfaitement rationnelle. C'est ça que je dirais en premier lieu. C'est-à-dire que l'hypothèse de la survie est une hypothèse complètement rationnelle. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui survit de nous, et comment est-ce que cela survit, et comment ensuite cette dimension-là, si on parle de dimension, interagit avec le monde de l'ici-bas. Donc ça fait beaucoup de questions sur lesquelles on a essayé de réfléchir avec Romuald, mais je tiens à signaler que ce livre-là, il est né, comme Ce souvenir du futur, des réflexions de Romuald. Moi, j'ai accompagné comme journaliste scientifique, mais c'est d'abord ces réflexions à lui qui naissent notamment de ses rencontres avec les chamans d'Amazonie en particulier, et de son intérêt pour le chamanisme en général, et de son intérêt pour ces peuples-là, dans lesquels la relation avec l'au-delà, avec l'invisible en général, elle est omniprésente, elle est permanente en fait. Il n'y a pas vraiment de rupture, ça forme une sorte de continuum. Donc nous, on peut peut-être aussi retrouver cette forme de sagesse, parce que ça aide à mieux vivre, effectivement. Comment on explique justement, je vais poser la question peut-être à Romuald, comment on explique justement cette séparation qu'il y a entre le monde occidental, avec cette vision de la mort qui est basée essentiellement sur la peur, et donc la disparition de la matière, et puis une grosse partie du monde, donc on parlait de l'Amazonie, des chamans, mais aussi à l'Orient, du côté à l'Extrême-Orient, où la vision hindouiste, la vision bouddhiste est complètement différente, avec une préparation. La mort fait partie intégrante de la vie, et on parlera après justement de l'approche non-duelle et Vedanta de tout cela, mais comment on explique cette évolution et cet Occident qui s'est retourné en transformant la mort en une peur gigantesque, cette peur du personnage qui va disparaître? Je pense que déjà, il y a une iconographie qui a quand même aussi joué un rôle très important dans l'histoire, on va dire, occidentale. Une iconographie notamment à partir du Moyen-Âge, où on voit apparaître sur les calvaires, sur les frontons des églises, des scènes absolument horribles, avec des êtres décharnés, comme des zombies, des squelettes, et la mort est présensifiée sous la forme justement d'un squelette avec cette faux, et avec quelque chose d'assez binaire, soit le paradis ou soit l'enfer, et puis ce purgatoire où on essaye soit d'être acheté à un moment avec le concours de prière d'auxiliaire. Donc, à un moment, cette vision, elle a forcément formaté énormément les gens en se disant « Waouh, c'est quand même un peu rock'n'roll ». Donc, on n'a pas ça, en fait, chez de nombreuses tribus ou ethnies, où il n'y a pas non plus cette séparation d'un autre espace au niveau spatial et temporel, où justement, on imagine l'au-delà comme étant au ciel ou sur des territoires différents. Or, chez ces peuples-là, il y a une sorte d'interpénétration, on va dire, de ces domaines. C'est-à-dire que l'ici-bas et l'au-delà sont fusionnés en une seule réalité. Après, nous, c'est nos sens qui nous limitent, c'est ce que disent ces peuples, c'est nos sens qui nous limitent dans la perception de cette réalité globale, on va dire. Alors justement, chez les chamans d'Amazonie que moi j'ai étudiés, les plantes de vision, par exemple, qui sont des plantes initiatiques, permettent quelque part de percer ce voile, et donc d'aller dans le monde des morts sans passer par la mort du corps physique. C'est ce que disent les chamans ayahuasqueros, notamment ceux Shipibo avec qui j'ai travaillé, et aussi Ashaninka. Donc ça veut dire que pour eux, c'est une sorte de monde unitaire, omniprésent, auquel si on arrive à suffisamment déconditionner sa conscience, en fait, au niveau perceptuel, on est capable de voir ce monde-là. Donc pour eux, c'est pas distancié, c'est-à-dire que pour eux, c'est là, c'est présent. C'est déjà dans la réalité que cet au-delà se situe. Et ça, c'est très intéressant parce que nous, on l'a perdu en Occident. Et si on arrivait quelque part à recréer la dynamique d'interaction que ces peuples ont encore avec leurs défunts, déjà, ça peut apporter un certain nombre de preuves. Et puis, dans un second temps, aussi permettre un apaisement pour ceux qui restent et aussi pour ceux qui vont, tout à chacun, aller de l'autre côté.
Il y a un truc que je voulais rajouter quand même, parce que c'est intéressant, parce qu'on se dit toujours, la mort, c'est la finalité de la vie. Ce n'est pas vrai. Biologiquement, ça c'est important de le dire aussi aujourd'hui, ce soir, c'est que biologiquement, il y a des espèces qui, pour s'adapter à leur environnement, ont développé des capacités d'immortalité. C'est le cas, par exemple, de certains végétaux qui ont développé ce qu'on appelle l'autoclonage, la capacité de s'auto-régénérer, de s'auto-cloner, c'est-à-dire que c'est la même plante c'est comme si je me coupais le doigt et qu'à partir de mon doigt renaissait par exemple 5 Romuald Le Terrier, parfaitement identiques avec leur mémoire, leur information génétique. Et il y a aussi même des espèces de méduses qui sont potentiellement immortelles, c'est-à-dire que si elles n'ont pas de prédateurs, elles ont un cycle qui leur permet à un moment de rajeunir. Et toujours rajeunir quand elles arrivent à un certain âge de vieillesse, de rajeunir. Donc quelque part, l'immortalité biologique, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une réalité. Donc, et on peut même se questionner sur est-ce que la finalité du vivant, c'est bien la mort? Parce que toutes nos mythologies, depuis la nuit des temps, font l'écho de héros civilisateurs qui ont toujours recherché l'immortalité. Or, ces mythologies, on sait très bien qu'elles se placent à la jonction entre le biologique et le culturel, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement anciennes. Ces mythologies, ces mythes d'immortalité, ils sont inscrits au sein même de notre structure biologique. Donc c'est intéressant de se dire que peut-être il y a aussi d'autres voies à explorer que juste la finitude. Ouais, pour continuer de répondre, Alain, si tu veux, à ta question, juste je rebondis sur ce que vient de dire Romuald, parce que j'ai vu qu'il y avait des médecins israéliens là, qui avaient trouvé comment faire rajeunir des cellules sanguines humaines. Hein. Donc on n'est peut-être pas loin de trouver effectivement la recette de l'immortalité du corps physique. Mais sinon, ce qui distingue l'Occident et puis les peuples natifs et aussi l'Orient, c'est une grille de lecture que j'aime bien et qui m'a été partagée par Philippe Bobola, qui est un physicien et un anthropologue à la fois, et que j'ai interviewé il y a quelque temps pour Native, la revue Native, donc son interview sera dans le prochain numéro. Et lui, il dit que ces peuples-là sont dans une pensée quantique, tout simplement, et que nous, on est resté dans la physique classique, c'est-à-dire qu'on voit la réalité comme des objets séparés les uns des autres et le temps comme quelque chose qui s'écoule de manière linéaire, etc. Alors que eux sont dans une pensée quantique, c'est-à-dire qu'il y a une intrication, c'est-à-dire un lien, il y a un lien indestructible entre tout ce qui existe, puisque tout existe sous forme de vibrations, sous forme d'ondes, etc. Les objets sont aussi des ondes, et il y a cette intrication au niveau spatial où tout est relié, tout est en interdépendance, et là on rejoint le bouddhisme, hein, bien sûr, la notion d'impermanence et d'interdépendance dans le bouddhisme, où rien n'a d'existence propre, hein, c'est la notion de vacuité, et il y a une intrication temporelle aussi, parce que dans les chamanismes, il y a le culte des ancêtres, et puis l'âme peut voyager aussi dans le temps. Donc, de toute façon, voilà, ça fait une énorme différence. C'est comme si nous, en Occident, suite au triomphe des Lumières, au rationalisme, etc., on en était resté finalement à cette pensée classique, et qu'on n'avait pas intégré pleinement cette révolution quantique, alors que les peuples premiers en particulier, et puis aussi les spiritualités d'Orient, vivent naturellement cette espèce d'intrication permanente au niveau spatial et temporel. Donc ça, je trouve que c'est intéressant comme grille de lecture. C'est pertinent. Et comment justement ces différentes réalités en fait qui peut-être sont sur un plan unique, l'espace-temps, un continuum comme tu le mentionnes, elles peuvent interagir avec nous. Donc Romuald l'expliquait, ça peut être à travers des plantes qui amènent un état de conscience différent ou une expansion de la compréhension, des visions, mais ça peut être aussi finalement, et c'est ce que le livre offre comme témoignage aussi, que c'est peut-être déjà juste à côté de nous et de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins élaborée ou mystique qu'on l'imagine. Ouais, je vais laisser Romuald développer, mais tout ce que je peux dire, moi, c'est que tout ça, ce sont des expériences qui apparaissent dans la psyché, dans la conscience. Que ce soit des expériences qui se produisent à l'état de veille, où il y a des gens qui voient des fantômes dans des conditions où ils ne sont pas en train de rêver ou quoi que ce soit, mais que ce soit à l'état de veille, que ce soit dans l'état de rêve, que ce soit en transe, ou que ce soit en état d'hypnose, tout ça, ce sont des interactions qui apparaissent dans la psyché, dans notre conscience.
Hein, donc, mais tout apparaît dans notre conscience, toute la réalité ordinaire, la réalité phénoménale, tout apparaît dans notre conscience. Donc on va vers un paradigme où de toute façon la conscience est première. La science est en train d'aller vers ça, où il faut que la conscience soit première, soit primordiale pour que toutes ces expériences soient possibles. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit bien que toutes les interactions avec l'au-delà sont des interactions entre notre conscience et quelque chose qui apparaît. Alors on peut effectivement dire que cette dimension-là, voilà, c'est une autre dimension, c'est une autre vibration qui est très proche de la nôtre. Alors après, on rentre dans une terminologie un peu New Age qui peut être dangereuse parce qu'on a l'impression d'expliquer les choses, mais on ne fait que faire des métaphores finalement. Mais c'est difficile de l'expliquer autrement. Mais c'est sûr que on peut imaginer qu'il y a quelque chose de nous qui, à chaque instant, existe dans cette autre dimension, mais qui est une dimension qui n'est pas lointaine, qui est juste là en permanence, qui est présente ici et maintenant, à chaque instant autour de nous, et avec laquelle donc on a des interactions, soit suite à des recherches qu'on fait, on provoque les choses, ou bien ça se manifeste spontanément à nous sous forme de synchronicité notamment. Hein. Dans le livre, on donne plein d'exemples de synchronicité en lien avec l'au-delà, et puis sous forme de rêve, voilà, et puis de vision, des choses qu'on peut provoquer à travers la transe, à travers l'hypnose, etc. Mais tout ça, ce sont des choses qui apparaissent à notre conscience. Donc, on est bien obligé de considérer que la conscience est primordiale nécessairement. Alors, je veux juste rebondir sur cette histoire de synchronicité. Et si on part du principe que, en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, est-ce que finalement, le fait de recevoir des informations du futur ou même du passé, c'est pas un peu logique puisque tout serait commencé, tout serait fini en même temps. Il y a pratiquement plus de mystère. Si on part du principe que l'espace est déjà et tout se passe sur une seule ligne en même temps, recevoir des informations d'un futur déjà accompli et déjà commencé en même temps, c'est finalement pas une surprise. Oui, alors ce qu'il faut comprendre quand même dans cette histoire, c'est que il n'y a pas une ligne de vie temporelle, il y en a des multiples. C'est-à-dire que le futur est à concevoir quand même comme un réservoir de potentialité. C'est-à-dire que c'est notre conscience, notre libre arbitre quand même qui évolue et qui chemine et qui prend des choix, qui fait qu'en fait on va densifier un futur plus qu'un autre. Voilà, ça c'est très important de comprendre ça parce que c'est essentiel. Mais même si on pense qu'au final le temps et l'espace sont des illusions comme la matière, il y a quand même une structure qui permet de recevoir dans l'information du futur. Alors, moi j'ai fait un certain nombre d'expériences qui montrent quand même que quelque part on est capable là dans le présent de recevoir une information de son soi futur. Et pas non plus de son soi extratemporel, qui serait le soi jungien, mais de son soi qui est moi-même dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines. On a fait des expériences où on a été capable du futur de se renvoyer une information dans le passé, à travers des expériences, par exemple, couplant la rétrocognition et la vision à distance. Ça, c'est des expériences que j'ai fait pendant plus de 2 ans. Ça, on a des preuves maintenant claires de ça, hein, ça fonctionne très bien. Donc, il faut comprendre quand même que même si tout au final est illusion, il y a quand même une structure spatio-temporelle qui est réelle et qu'on peut utiliser. Et ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre quand même que dans la création des synchronicités, par exemple, on se rend compte que notre conscience est parfaitement en interface avec la réalité, avec le réel. On est capable de créer des événements. Et ça, c'est assez incroyable parce que c'est ce qu'on appelle de la vraie magie. C'est-à-dire qu'on est capable d'intentionner avec le biais du hasard. Le hasard est extrêmement important. Alors, pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, comment peuvent se faire ces contacts avec l'au-delà, on s'est rendu compte que c'est le même processus. L'idée qu'on stipule dans le livre principal, c'est que cet au-delà, il est dans un ailleurs extratemporel. Et cet ailleurs, il est partout, en fait, en même temps, par rapport au continuum. Donc, c'est à partir de cet ailleurs que s'expriment les défunts. Ils s'expriment notamment par... si on prend le modèle de la rétrocausalité, pardon, il devrait s'exprimer par le biais de ce qu'on appelle le hasard. Alors le hasard, c'est tous les processus indéterministes qu'on peut retrouver dans la nature, le chaos par exemple, et on s'aperçoit quand on fait un petit peu un historique des techniques qui ont été utilisées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours pour essayer de communiquer avec les défunts, le hasard est central. Que ça soit dans les jeux de divination qu'utilisait le hasard pour essayer de communiquer avec l'au-delà dans la Chine ancienne, que ça soit aussi dans l'Égypte ancienne, mais plus récemment aussi avec les technologies, on va dire, de transcommunication instrumentale, on se rend compte que le hasard est omniprésent. On filmait la neige de télévision dans les années 80 pour essayer de détecter les visages des défunts. Or, cette neige, c'est le rayonnement cosmologique primordial, c'est la trace du Big Bang.
Et c'est effectivement ce qu'on appelle les parasites, la neige sur la télévision, c'est complètement aléatoire. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a des gens aussi dans ces domaines qui vont filmer des supports aléatoires, des matières comme l'eau en mouvement, sur des vortex d'eau, aussi sur de la fumée. Et on s'aperçoit qu'il y a des images incroyables de photographies qu'on a pu faire de défunts à travers ces dispositifs. Et même aussi avec des bugs informatiques. Et aujourd'hui, on a notamment un phénomène qui est intéressant, qu'on parle peu, qui est les phone calls, c'est-à-dire les coups de téléphone de l'au-delà. Des gens qui reçoivent des SMS d'un défunt ou même un coup de téléphone où on entend la voix du défunt. Hein, ça, c'est déjà arrivé en plus dans ma propre famille, ce phénomène. Et ça a été très très peu traité dans le domaine de la compréhension des rapports entre les défunts et les vivants. On a aussi des bugs informatiques sur les réseaux, donc voilà, tout ça, c'est une espèce de support informationnel où le chaos, quelque part, permet l'expression de l'au-delà. Voilà. Alors, comment tu l'expliques justement ces contacts avec l'au-delà? Est-ce qu'on touche pas à la notion d'une vision relative, d'un monde relatif séparé d'un monde absolu, c'est-à-dire d'un monde relatif où il y a une connexion avec l'au-delà, une vision spatio-temporelle, etc. Comme après, on pourra parler aussi du karma, de la réincarnation, des âmes, etc. Et puis une vision où il y aurait absolument rien, une vacuité totale, une conscience où tout ne serait qu'illusion et il n'y aurait ni mort ni naissance non plus, quoi. Est-ce qu'on peut parler comme ça de deux dimensions différentes? Moi, je pense qu'elles sont imbriquées. Moi, je fais vraiment référence au peuple premier quand on a élaboré cette hypothèse. C'est des choses qu'on retrouve en Nouvelle-Guinée, c'est des choses qu'on retrouve en Amazonie, en Australie. Donc, on a essayé de voir un petit peu quelle était la structure qui était commune et qui émergeait. Et on est sur quelque chose qui est à la fois présent et à la fois distant, à la fois temporel, à la fois spatial et inversement. Donc, on est sur quelque chose d'unitaire, mais qui dépasse souvent nos catégories binaires, c'est-à-dire qui dépassent le haut, le bas, le mort, la mort, la vie. Cette espèce de point que parlait André Breton, il disait il y a un point de la réalité, un point dans l'esprit qui est une conjonction de tout ça en fait. Et du froid et du chaud et de la mort et de la vie et du jeune et du vieux et de l'enfant et du vieillard. Tout ça vient se condenser dans une sorte d'atome, on va dire, originel, peut-être dans lequel on retourne peut-être à la fin et qu'on est peut-être amené à redéployer. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, dans le débat contemporain, c'est que les scientifiques s'intéressent à la piste informationnelle pour essayer justement de pouvoir prouver l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait en termes de physique que l'information ne peut pas disparaître. Et qu'en gros, les gigas, les pétaoctets d'informations d'une vie humaine, c'est-à-dire là ce qu'on est en train de faire, on discute, on se voit, tout à l'heure j'irai faire quelque chose d'autre, tout ça c'est enregistré, ça ne se perd pas. Alors c'est enregistré où? Il y a plein d'hypothèses aujourd'hui. On parle d'une sorte de cloud informationnel, c'est-à-dire une sorte de métamémoire. Physiquement, on pense qu'elle pourrait même être à l'intérieur de nous par le biais de notre eau corporelle. Ça, c'est des travaux très intéressants qui sont développés notamment par le chimiste Marc Henry. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Mais tout ça est fascinant parce que peut-être que cette piste, qui est une piste assez matérialiste au final, va peut-être nous permettre de prouver cet au-delà et la survivance de notre âme en termes de métamémoire. Voilà. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Jocelyn, est-ce que tu voulais rebondir sur ce qu'elle dit? Oui, parce que la notion de chaos, de hasard, d'indéterminisme, effectivement, elle est centrale. On m'entend bien là, ouais. Excuse-moi, Jocelyn, tu as un méchant retour là. Peut-être que tu peux mettre le casque. Je suis désolé pour ton image, mais... J'espère que ça va marcher. Ouais. C'est le futur qui est en train de faire écho en même temps. Ouais. Alors, Emmanuel, je te laisse poser la prochaine question et après on prendra quand tu auras fini. Oui, je vois qu'on a des questions très intéressantes, mais je voulais entendre le retour de Jocelyn avant. Bien sûr. Jocelyn, ouais, c'est beaucoup mieux. Donc oui, cette notion de chaos, d'indéterminisme, elle est centrale effectivement parce que ça sert de support à l'expression ou à l'impression, on pourrait dire, de l'information dans tout ce qui est notamment transcommunication, etc. Mais c'est ce qui se passe aussi, à mon avis, dans la conscience aussi. Si on s'appuie sur la notion de physique de l'information, il y a en permanence un chaos informationnel. Et par exemple, quand on voit apparaître des défunts dans un miroir, pas faire peur aux gens parce que ça peut être terrifiant, mais il y a plein d'expériences comme ça et c'est connu. Il y a tout un tas de traditions, etc., où il faut cacher les miroirs parce que les miroirs sont les portes par laquelle la mort va et vient, comme disait Cocteau.
on peut imaginer que c'est une interaction avec le chaos informationnel qu'il y a dans notre psyché, et c'est ça qui permet justement à cette information-là de se matérialiser. Donc c'est pas simplement une manifestation d'un défunt, c'est une interaction entre notre conscience et puis une espèce d'énergie, quelque chose qui est là, quoi. Donc la notion, à mon avis, de physique de l'information, elle est centrale, et ça permet de revisiter complètement la science et la spiritualité aujourd'hui, parce que l'information, c'est à la fois le support de la matière, hein. Quand on sonde la matière à l'échelle de l'infiniment petit, on ne trouve que de l'information, non pas de l'information sur le monde tel qu'il est, mais sur le monde tel qu'il nous apparaît en plus. Et puis la conscience, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'information. Le matériau de la conscience, c'est de l'information. Donc toute la question que tu posais, Alain, c'est le sens de l'incarnation. C'est des choses auxquelles on peut pas répondre simplement, facilement, encore moins en quelques mots. Mais moi, j'ai bien aimé récemment lire un livre de Bernardo Kastrup, qui est un philosophe des sciences néerlandais, et qui a revisité notamment Schopenhauer. Et Schopenhauer, il faisait le distinguo entre le monde comme volonté et le monde comme représentation. Donc l'espace-temps, c'est le monde comme représentation, c'est le monde phénoménal, c'est le monde tel qu'il nous apparaît. Mais en amont de ça, il y a le monde comme volonté, que moi j'appellerais plus le monde comme intention. Il y a une intention primordiale à la base de ça, et cette intention-là, c'est quelque chose qui est, étant une intention divine, on peut dire par exemple, qui étant en dehors de l'espace-temps, nécessairement relie toutes les choses, puisqu'il n'y a pas d'extension dans l'espace, il n'y a pas d'extension dans le temps. Donc nous-mêmes faisons partie de ça. On peut dire que c'est notre âme ou notre esprit. Après, on peut s'entendre sur les définitions, mais nous sommes cela. Nous sommes cela, et c'est là où on rejoint aussi l'Advaita Vedanta. Schopenhauer était en fait un philosophe idéaliste, non dualiste, et il n'a pas du tout été compris par ses pairs, ni même après par ses biographes et tout ça. Et Kastrup a fait un super boulot pour revisiter sa philosophie, et il apparaît vraiment comme un véritable penseur non dualiste, un pur idéaliste. Et je pense que c'est la pensée qui guide aujourd'hui, qui doit guider en tout cas des réflexions sur la vie, la mort, l'au-delà, etc. Tu nous donneras le lien du livre, c'est intéressant. Alors c'est en anglais, hein, ça s'appelle Decoding Schopenhauer's Metaphysics. Pour l'instant, c'est pas traduit. Moi, j'ai parlé un peu de Kastrup dans quelques articles ici ou là, et j'ai essayé de le faire traduire, mais c'est difficile d'avoir un potentiel commercial pour ce genre d'auteur. Voilà, bon. Mais en tout cas, Kastrup, c'est pour ceux qui peuvent lire l'anglais ou qui peuvent comprendre l'anglais, il a plein de conférences en ligne aussi, hein, sur YouTube, qui sont vraiment excellentes. Ok, on regardera. Alors, tu parles de deux sujets intéressants. L'idée d'intention, on fera une émission rien que sur ça. Est-ce qu'il y a une intention à toute cette histoire? Un kavana, comme on dit en hébreu aussi, une intention de création. Et puis la finalité de la non-dualité et du Vedanta, c'est aussi justement la manifestation, la non-séparation absolue. C'est justement que c'est la partie manifestation et la partie conscience, illusion, etc. ne fait plus rien, mais justement pour supprimer la non-dualité au final. Si vous voulez bien, Emmanuel, tu as une question ou tu veux qu'on prenne Non, je pense que les questions sont très intéressantes, donc pour pouvoir, on va garder le temps pour répondre aux personnes, je pense. Ouais. Alors, il y a une grosse question là. Alors, on va prendre une moins grosse d'abord. C'est Catherine qui dit « Ce qui meurt, c'est la personne conditionnée. Pourquoi se poser tant de questions sur un domaine où nous n'avons aucune information ?» Il y a beaucoup d'informations, justement. Il y a beaucoup d'informations et la personne conditionnée, comme on a dit, ce n'est pas juste la personne conditionnée, en fait. Bon, on peut appeler ça comme ça, la personne conditionnée, le moi, l'ego, tout ça, c'est des mots, hein. Pourquoi pas, on peut appeler ça comme ça, ouais. Après, ce que je trouve intéressant encore dans cette remarque, si je peux me permettre, c'est qu'il y a encore toujours en leitmotiv quelque chose de très ancien et de profond. C'est de se dire qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à ce qu'il y a après. Voilà. On ne devrait pas s'intéresser à ça parce que de toute façon, tout est déjà réglé, ça coule de source, machin. Donc, c'est intéressant comme remarque. Mais est-ce qu'on doit, par croyance, quelque part, se dire non, on ne doit pas s'intéresser à ces domaines? Je ne sais pas. C'est une question, je ne suis pas dans le jugement, c'est une question que je pose aussi.
Et je me suis interrogé longuement sur ça. Hein. Donc, c'est une question pertinente, une très bonne question, c'est clair. Mais la formulation de la question est intéressante parce que dire qu'on n'a pas d'informations, je suis pas d'accord. On a beaucoup d'informations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire? On a les textes sacrés, des religions déjà pour commencer. C'est de l'information qui est prétendue être transcendante. On a les grandes canalisations. Dans le livre, j'ai inclus un chapitre dans lequel je parle des grandes canalisations, comme notamment les dialogues avec l'ange, qui sont une référence majeure pour beaucoup d'entre nous. Et puis d'autres livres peut-être moins connus aussi. On a les expériences des médiums. On a les gens qui vivent des expériences spontanées de contact avec les défunts sous différentes formes, et puis effectivement tous les vécus proches de la mort. Donc il y a beaucoup d'informations. Voilà, on prétend pas connaître la pensée de Dieu quand on s'intéresse à tout ça, mais en tout cas le fait est que des millions et des millions de gens vivent des choses comme ça. Maintenant oui, je pense que Romuald a raison de dire qu'il y a une forme de tabou qui est liée à la peur, hein, qui est liée à la peur aussi de ce qu'on peut découvrir de soi. Un tabou presque religieux même. Et une sorte d'inconscient un peu collectif de dire il faut pas toucher à ça. Bah ça c'est lié à l'interdit religieux notamment. À l'interdit religieux. Il fallait pas converser avec les morts, c'était diabolique, etc. Hein. C'est exactement ça. Et pourtant, dans toutes les autres, on va dire, pas pour faire encore une fois un paradoxe, mais dans de nombreuses autres cultures, justement le pourquoi. Bah, c'est parce qu'effectivement, si on apprend à bien mourir de son vivant, ça va conditionner aussi, en tout cas, c'est certaines croyances, nos futures réincarnations, différentes choses en fait qui se poursuivent dans une sorte de continuité. Donc le pourquoi prend toute sa place en fait, parce que dans l'existence, c'est très important de réintégrer ces dimensions, de bien mourir. Et il y a même des entraînements, des pratiques, des récitations pour pouvoir en fait assurer une certaine pérennité en fait dans l'au-delà. Est-ce que par exemple Romuald, tu as un mot à dire sur ce sujet? Oui, mais de toute façon chez les peuples natifs que moi j'ai pu avoir la chance de rencontrer et avec lesquels j'ai travaillé, il y a cette notion de toute façon déjà de mourir de son vivant par un moyen qui est simple, c'est l'initiation. Voilà, l'initiation, par exemple en Nouvelle-Guinée, chez les petits garçons, tout ça c'est dur quoi. C'est vraiment un truc difficile. Chez les jeunes hommes, les rituels de scarification, par exemple, chez les Yatmoul, qui est une tribu qu'on appelle les hommes crocodiles, où on va faire des entailles avec une lame à rasoir sur tout le corps pour que, quelque part, ils deviennent comme l'ancêtre crocodile. C'est une cérémonie qui dure plusieurs jours, où véritablement on amène le corps de l'impétrant vraiment à la limite du malaise, de la syncope, tout ça. Donc, quelque part, du processus de mort et d'agonie. Donc ça, bien sûr, c'est très dur. Hein. On ne peut pas avoir des rituels comme ça en Occident, et heureusement. Mais dans les structures anciennes, il y avait ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, était déjà une mort. Et dans les plantes de vision aussi, les cérémonies avec les plantes de vision comme l'ayahuasca ou autres sont au départ des processus initiatiques. Et d'ailleurs, vous le vivez aussi, même vous en tant qu'occidental, parce que la première chose à laquelle vous allez être confronté dans vos expériences, c'est pas de voir des choses merveilleuses, c'est déjà d'être confronté à votre propre obscurité intérieure et surtout à cette peur de la mort, qui est une peur instinctive. Et il va falloir dépasser ça justement pour pouvoir accéder à des mondes de vision. Si vous restez dans ça, c'est une sorte de catalyse où en fait vous catalysez la peur qui va générer encore des visions encore plus horribles et ça peut être difficile parce que du coup ça devient le bad trip total parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette spirale de la peur. Une fois que vous avez lâché complètement prise, vous accédez à un monde visionnaire qui est stable avec des visions en 3D. C'est pas du tout des choses déformées comme si on avait pris je sais pas quoi. Ce sont des univers de vision aussi réel que le monde dans lequel on parle. C'est-à-dire qu'il y a même certains niveaux de réalité qui s'interpénètrent comme ça. C'est très impressionnant, hein, comme des rêves éveillés aussi. Donc c'est pas juste du fantasme. Ça, c'est important de faire le point sur ça. Alors je vais prendre quelques questions, puis après j'aimerais bien qu'Emmanuel, qu'on parle un peu aussi des rêves, parce qu'il y a un gros chapitre qui est consacré aux rêves, et c'est un sujet passionnant. Une grosse question de Sylvia. Les 2 titres de vos livres m'interpellent. Finalement, le problème de l'humain n'est-il pas son accès à la mémoire? Nous venons en ce monde complètement amnésique, nous ne savons pas qui nous sommes, nous avons perdu notre sentiment de continuité, on passe notre vie à essayer de comprendre qui on est, c'est-à-dire une conscience qui habite temporairement un corps physique. Je trouve que ça rejoint cette question qu'on pose souvent dans la quête spirituelle. Pourquoi on s'est perdu pour être obligé de se retrouver après par un éveil ou
pour faire tomber un voile sur sa propre nature. Qui c'est qui veut répondre? Je peux commencer si tu veux, mais Romuald va compléter certainement, parce que moi ça m'évoque Platon, la notion de remembrance, remember en anglais c'est se remembrer, donc effectivement c'est l'éternel recommencement, c'est se souvenir de qui nous sommes, etc. Donc on a ça dans la pensée grecque qui est à l'origine de la pensée, de toute la pensée occidentale, hein. Et je rebondis d'ailleurs pour dire que l'initiation dans l'ésotérisme occidental c'est aussi la mort symbolique évidemment. Donc oui, cette notion de mémoire elle est complètement centrale, mais je laisse Romuald de développer. Oui, quand on parle de mémoire, il faut bien penser que c'est une métamémoire, dans le sens où elle nous dépasse au niveau de notre individualité. C'est-à-dire que quand on essaye de se souvenir de qui on est, il faut aussi penser à ses ancêtres. Et dans la plupart des ethnies que j'ai pu côtoyer, il y a cette notion, cette omniprésence des ancêtres. D'ailleurs, ils sont présensifiés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des sculptures pour faire beau. Le concept d'œuvre d'art est pas du tout le même que chez nous dans ces peuplades. On crée des statues d'ancêtres parce que ces statues vont à nouveau les présensifier, vont à nouveau leur donner une interface de relation et de dialogue avec les vivants. Donc cette métamémoire, c'est les ancêtres humains, mais ça va beaucoup plus loin, puisque quand on remonte dans toute l'histoire du phylum phylogénétique, on a des ancêtres dans tous les règnes, et même nos plantes sont nos ancêtres. Et les tribus, par exemple, en Amazonie avec lesquelles j'ai travaillé, disent les premiers ancêtres, ce sont les végétaux. Ils appellent les arbres et les plantes grand-père et grand-mère. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont déjà cette conscience que les végétaux ont créé les conditions de la vie sur Terre. Ce que la science aujourd'hui prouve, hein. Ce sont vraiment des bactéries, des cyanobactéries qui ont créé en fait, des algues bleues qui ont créé les conditions de la vie sur Terre, qui ont créé cet oxygène qui a permis cette bulle de réalité dans laquelle on vit et qu'on est malheureusement en train de détruire. Mais sans ces ancêtres plantes, il n'y aurait pas eu de ce soir pour se parler. Donc cette métamémoire, elle est globale. Et quand on prend les plans de vision, on accède à cette métamémoire du vivant. Et c'est intéressant parce que souvent, les gens s'associent. Quand ils ont, par exemple, accès à une section d'informations de leurs ancêtres, ils se disent « Ah, mais je suis la réincarnation de ce que j'ai vu là ». Pas forcément. C'est juste de se dire qu'on accède à la métamémoire globale du vivant. Et au-delà de la métamémoire globale du vivant, c'est certainement une métamémoire globale de l'univers entier. Nous sommes une sorte d'hologramme de l'univers, hein, au niveau corporel. Et au niveau psychosomatique aussi. Donc, c'est très intéressant de pouvoir faire ce parallèle et de se dire, cette métamémoire, elle dépasse mon individualité. Que ça soit vers le passé et également vers le futur, parce que cette mémoire est aussi dans le futur. Il y a une très belle phrase dans le livre que j'avais noté, où je ne sais plus si c'est Romuald ou Jocelyn, mais parce qu'on oublie tous les deux, vous avez fait un livre et il n'y a plus de séparation entre... On ne sait plus qui écrit quoi, qui écrit quel chapitre, et c'est ça qui est magnifique aussi. Qui c'est qui a écrit? Il me semble que beaucoup de réponses sont là, diffuses sous nos yeux, et qu'il est grand temps d'investir les grandes questions de l'existence sous l'angle méta pour progressivement faire émerger une conscience collective parlant le langage unitaire. C'est Romuald. C'est un peu ça, c'est Romuald. Bah oui, c'est-à-dire que là, ce qui émerge aujourd'hui, hein, à mon sens, c'est une conscience collective qui a des organes physiques. Ces organes physiques, c'est ces réseaux qu'on utilise là ce soir, par exemple, pour dialoguer. C'est-à-dire que cette conscience collective, elle s'auto-informe elle-même par les réseaux, par des informations. Alors beaucoup d'informations, forcément, hein, mais c'est par ce biais-là, en fait, qu'il y a une émergence. Teilhard de Chardin l'avait prédit, hein, quand il parlait de la noosphère, il avait déjà imaginé ce concept d'une conscience collective en réseau, qu'on retrouve d'ailleurs chez les aborigènes d'Australie, qui ont une pensée en réseau aussi. Donc c'est quelque chose qui est un terrain commun de l'humanité. Mais aujourd'hui, notre technologie, elle va quelque part renforcer ce dispositif et l'accélérer. Il y a les travaux très intéressants de Joël Dorenet, qui lui aussi a repris les idées de Pierre Teilhard de Chardin par rapport justement à la noosphère et ses développements technologiques. Moi, j'essaie de ne pas opposer la technologie avec la spiritualité. Je pense personnellement que quelque part, comme disait Gilbert Simondon, le philosophe français dans les années 60, la technologie, c'est aussi une sorte de prolongation, un prolongement de notre physiologie. On voit par exemple une prise, c'est mâle et femelle en électricité. Il y a plein de concepts comme ça scientifiques qui sont inspirés de notre propre physiologie. Donc quelque part, se reflète à travers la technologie ce qu'on est nous en tant qu'être humain, en tant qu'être biologique.
Oui, pour compléter aussi la réponse à la question de Sylvia, cette notion de se souvenir. Donc c'est vrai qu'on a appelé le premier se souvenir du futur, parce que se souvenir, c'est ramener quelque chose à la conscience, hein, et donc on voulait signifier qu'effectivement ce qu'on pouvait ramener pouvait venir aussi bien du passé que du futur, parce que finalement on a un futur potentiel qui est déjà dessiné avec des lignes multiples, donc qui peuvent changer. On peut changer de futur. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que le futur n'est pas figé, mais on a à chaque instant un futur probable et on peut donc se souvenir du futur. Et on a voulu poursuivre la réflexion en gardant ce titre, clin d'œil, se souvenir de l'au-delà, parce que on reste sur une réflexion dans laquelle le temps effectivement est une illusion, mais c'est une illusion nécessaire dans laquelle ça nous permet en fait d'évoluer, de vivre cette évolution dans la matière, mais on peut aussi penser à une évolution qui est au-delà de cette réalité spatio-temporelle, et ça rejoint aussi la réflexion sur le point oméga de Teilhard de Chardin dont on parle à la fin du livre. Alors après, on est dans des spéculations métaphysiques un peu assez profonde, mais Teilhard a été un grand visionnaire, en tout cas pour toutes ces notions. Il y a quelque chose qui m'a... Oui, tu voulais prendre une question? Non, vas-y, je prendrai des questions des gens après, vas-y. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le livre, et je pense que l'étude n'est pas mentionnée, mais c'est en fait quand on parlait que il y a une personne qui l'a mentionné d'ailleurs, que en fait ce qui meurt c'est le corps, et encore selon une certaine perspective, parce qu'il y a une étude à un moment dans le livre qui est citée où en fait il y a une sorte d'activité au niveau des gènes qui s'activent même encore 24 à 48 heures après la mort, comme s'il y avait quelque chose qui était en potentiel, inactif durant notre vie, et qui d'un coup se réveillait, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais comme s'il y avait encore une transmission, une potentialité ou une mémoire qui se ravivait, et pour être transmise, on ne sait pas comment. Enfin, mais là, c'était vraiment au niveau du corps physique, après la mort, en fait, après la constatation du décès. Donc, je trouvais que c'était vraiment... Enfin, moi, j'avais jamais lu quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu votre réflexion ou la piste que ça peut amener à avoir? Oui, alors c'est des recherches qui ont été faites en thanatologie, donc ce sont des biologistes, des médecins qui font ce travail et qui ont fait des expériences, on va dire, in vivo, c'est-à-dire qu'au moment de la mort et aussi après la mort. Et effectivement, des gènes s'activent jusqu'à 48 heures après le décès, mais ce qui est troublant, c'est que les gènes qui s'activent sont les mêmes gènes qui ont servi à l'embryogénèse, donc qui quelque part ont permis votre arrivée dans ce monde. Ils se réactivent après la mort, alors qu'ils ont été en stand-by pendant toute votre existence. Pourquoi, après la mort, se réactivent des gènes qui sont des gènes qui vous ont donné votre forme physique, qui ont prédéterminé, on va dire, vos comportements, vos facultés, enfin, tout ça. Et pourquoi ça s'active? Alors, l'hypothèse que nous, on a stipulée dans le livre, c'est qu'il y a un phénomène de résonance morphique, dans le sens où l'on entend effectivement Rupert Sheldrake, mais une résonance rétrocausale, c'est-à-dire d'imaginer que dans l'au-delà, le processus qui survit informationnel réactive un certain style et un certain type d'information dont il a besoin pour se réinitialiser dans l'au-delà. Alors, c'est pas une hypothèse inintéressante et c'est pas une hypothèse qui est folle non plus. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu que, par exemple, ça, c'est les travaux que des psychanalystes ont fait. On sait, par exemple, que les enfants, dans leurs premières années, revisitent leur embryogénèse sous forme de dessin instinctif, inconscient. C'est une étude qui a été menée par des psychanalystes français. C'est complètement été passé à la trappe dans les années 80, tellement c'était étrange. Mais en fait, que ce soit les petits Africains ou les petits Chinois ou les petits Français, on redessine tous dans nos gribouillis d'enfants notre embryogénèse. C'est absolument vertigineux. Mais on revisite cette embryogénèse à partir de notre futur. C'est-à-dire comme si le corps avait besoin de réexprimer, après sa naissance, une information sémantique et à la fois génétique qui lui a donné sa propre existence. D'où le titre d'ailleurs du livre de ces psychanalystes que j'ai trouvé extraordinaire, qui s'appelle L'enfant qui se fait naître. Donc là, est-ce que c'est pas le défunt qui se fait naître lui-même dans l'au-delà? Voilà, donc c'est des questions intéressantes, des regards croisés, toujours interdisciplinaires, mais qui me semblaient justes
de mettre en rapport aussi avec des traditions ancestrales, puisqu'il y a l'Égypte ancienne disait par exemple que le germe de l'immortalité du défunt se trouvait dans le corps physique, dans le corps du cadavre, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait de la momification. C'est d'ailleurs pour ça aussi que l'un des pères de l'Église, Origène, disait le corps subtil, ce corps informationnel qui va survivre dans l'au-delà, il a sa source également dans le corps physique, dans le cadavre. Et c'est intéressant de se dire, par exemple, que ces biologistes, ces thanatologues, ils se sont rendus compte, par exemple, qu'au niveau de la conscience, de l'activité cérébrale, on n'est pas sur un modèle d'une chandelle qui s'éteint. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, c'est pas les processus descendent en intensité puis s'éteignent jusqu'à zéro. Pas du tout. On a un phénomène inverse d'une espèce d'explosion d'activité neuronale et que Origène appelait comme un jet d'étincelle. Donc, quelque part, lui, de son côté, par une sorte de perception intuitive, avait une vision des choses que la science d'aujourd'hui corrobore avec des moyens d'expérimentation et d'observation modernes. Ouais, et on peut ajouter, et ça c'est connu depuis longtemps, que l'embryogenèse elle-même, elle revisite tous les stades de l'évolution des espèces. On passe par les stades en tant que embryon, puis fœtus, etc. On passe par les stades de poissons, reptiles, animaux terrestres, etc. Donc ça, c'est assez surprenant aussi. En fait, l'embryon humain passe par tous les stades de l'évolution des espèces dans le ventre de la mère. Donc voilà, ouais. Ça porte à réflexion aussi. Alors, chaque sujet est passionnant et pourrait faire le sujet d'une émission. Moi, je trouve ça... pourquoi l'au-delà aurait besoin de ça pour se refabriquer, en fait? C'est ça qu'on est en train de dire, quoi. C'est-à-dire que si vie il y a après la mort, il aurait besoin d'éléments de la vie et des gènes pour se remettre en marche, quoi. C'est intéressant, ça. C'est une continuité. C'est l'idée d'une continuité informationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de rupture, il y aurait une continuité informationnelle et vraisemblablement évolutive. Ce qui est d'autant plus mais c'est marrant parce que on a quand même la tendance à penser que ce qui reste, le débat est sur ce qui reste après la vie, n'a plus besoin de l'incarnation du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Voilà, mais pourquoi réutiliser des gènes de l'incarnation? C'est ça qui est intéressant. Ce qui est au-delà des gènes, c'est l'information. C'est-à-dire que si on est sur l'idée d'un corps subtil qu'on retrouve à peu près dans toutes les traditions, que ça soit en Asie, que ça soit aussi chez les chamans, l'idée d'un corps de pure information, de pure informationnel, qui est aussi souvent décrit comme un corps de lumière. Si à un moment, ce corps qui nous ressemble, qui a notre apparence physique, ce que disent les traditions, il a besoin d'une information quelque part. Et cette information, elle peut être justement la même que celle qui a donné notre apparence physique. C'est-à-dire que derrière tout ça, il n'y a qu'un seul pattern, c'est toujours le même, c'est l'information. Donc, cette idée d'un passage de la vie à la mort dans les deux sens, la naissance est déjà certainement une porosité de l'au-delà vers la vie, et puis ensuite de la vie vers la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte plutôt de transition de l'information, d'une transformation de l'information qui est à comprendre et qui est intéressante parce que justement, ça nous permet là d'avoir une grille sur laquelle on peut quelque part travailler, réfléchir, conceptualiser. Et j'ai trouvé ça... je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Si à un moment, on peut prouver que l'âme est quelque chose d'informationnel et d'immortel, ça serait extraordinaire, voilà. Même si d'autres, bien sûr, vont me dire, mais moi j'y crois, j'ai pas besoin d'avoir de preuves, tout ça. Je respecte tout ça, bien sûr, ça, il n'y a aucun souci avec ça, bien sûr. Alors, on va prendre quelques questions, puis on essaiera de parler un peu du rêve, si on a le temps, mais le temps avance, messieurs. On est déjà à 50 minutes. Mais bon, c'est un plaisir, on continue, on va pas se priver. Alors, là, est-ce je vous propose des questions en gros, et vous répondrez à ce qui vous tente. Est-ce qu'une expérience de méditation profonde peut s'apparenter à celle d'une EMI, d'une expérience après la mort, expérience de mort imminente. De mort imminente. Je n'ai pas, attendez, j'en avais une. Voilà. La recherche est à partir de Socrate liée à la folie, et la folie est entrée dans notre inconscient et puisée pour cesser de seulement rationaliser la vie et reconnaître par la voie du cœur, de l'amour, l'importance vitale des relations entre êtres humains. Alors, qui c'est qui veut répondre d'abord sur le parallèle entre méditation et expérience de mort imminente?
Oh bah, oui, il y a des parentés hein, en méditation profonde. On peut vivre l'équivalent, on va dire, d'une expérience de mort imminente, mais pas toutes les caractéristiques. On va pas vivre la revue de la vie, par exemple, ou des choses comme ça. Mais ça peut aller jusqu'à des rencontres avec des défunts, des rencontres avec un être de lumière, une présence, etc. Et puis la sensation de sortir de son corps et vivre tous ces éléments-là, hein, la lumière, etc. Mais bon, il faut effectivement que ça soit quand même une expérience de méditation profonde, hein, puisque c'est quand même l'EMI, ça emmène quand même très très loin, quoi. Mais il y a des parallèles entre toutes ces expériences-là. Il y a un continuum. Nous, on fait des catégories, hein, parce que les Occidentaux, ils aiment bien ça, faire des classes. Mais l'expérience psychédélique aussi, elle a beaucoup de parenté avec l'expérience de mort imminente. L'expérience en hypnose aussi, on voit bien dans les ateliers de transcommunication hypnotique, il y a des choses qui se passent aussi qui sont de l'ordre de l'expérience de mort imminente, même si ça démarre sur une suggestion que justement on peut vivre ça. Il y a quand même des choses extrêmement troublantes qu'on a rapportées aussi dans le livre, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs personnes, plusieurs chercheurs qui suivent cette piste-là. Donc il y a une parenté entre toutes ces expériences-là, et bien sûr les expériences de transe, notamment les expériences de transe chamanique. Hein. L'expérience de transe chamanique peut s'apparenter à une expérience de mort imminente sous ayahuasca ou sous d'autres effets, enfin sous d'autres substances hein, qui sont encore plus fortes, quoi, qui amènent carrément à vivre la mort avec la dissolution complète du soi, enfin du moi en l'occurrence, c'est-à-dire que la personne n'a plus conscience du tout d'être elle-même, mais elle a l'impression d'être l'univers entier ou d'être la mort elle-même, etc. Donc il y a des expériences qui peuvent emmener très très loin, quoi. Est-ce que cette suppression du moi, c'est pas en fait la meilleure préparation à la mort, la suppression du personnage dans sa vie et de la compréhension de sa vraie nature? Est-ce que c'est pas la meilleure? C'est faire le deuil de ce personnage, c'est déjà une préparation à la mort finalement. Bah, c'est un petit peu la mort avant la mort qu'on retrouve aussi dans les rituels que mentionnait aussi Romuald, c'est-à-dire mourir à qui on est pour naître à qui on est réellement d'une certaine manière, ou ce qui est plus grand que soi, si on veut mettre des formules. Moi, j'ai tendance à le penser. On n'est pas tout à fait d'accord, je pense, avec Romuald. C'est intéressant parce qu'on a des débats entre nous, bien sûr. Effectivement, moi, je vois bien l'ego, le moi, comme quelque chose qui est appelé à disparaître. Et puis, on se révèle plus grand qu'on est. Donc, c'est le soi jungien. Mais en même temps, tout ce qu'on a vécu dans cette incarnation-là, ça a du sens. Donc, il faut bien que quelque chose de ça reste aussi et perdure, quoi. Donc, on voit bien que quand il y a des contacts avec les défunts se font reconnaître ou sont reconnus par la personne parce que justement, il y a cette notion d'identité, quoi, qui est proche de l'identité qu'avait la personne pendant sa vie terrestre. Donc, il y a quelque chose de ça qui reste. Moi, je suis pas pour tuer l'ego, en fait. Il faut que l'ego devienne le serviteur et non pas le maître, comme on dit dans certaines traditions. Mais voilà. Oui, on est tout à fait d'accord, mais la manifestation fait partie entière de la création, et même si on tue l'ego, elle rend la manifestation encore plus belle, j'ai envie de dire, et l'incarnation. Mais je reviens à ma question tout à l'heure, en fait, c'était cette histoire de monde relatif et de monde absolu, qui ont aussi, même si c'est une simplification parfois un peu dangereuse. Alors, il y a des nouveaux commentaires. L'ego n'a plus sa place dans le monde subtil. Tu voulais dire quelque chose, Romuald? Tu voulais rebondir là-dessus ou pas sur une des questions? Tu te gênes pas, hein? Oui, non, mais moi après, voilà, chacun a aussi sa vision des choses, c'est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire des passerelles. Des passerelles entre différentes cultures et aussi entre les sciences et ces fameuses cultures. Donc moi, je vois qu'il y a des passerelles intéressantes et c'est dans ce sens-là que je dis il faut peut-être investiguer, s'intéresser, peut-être changer de regard aussi sur certaines choses pour avoir des choses nouvelles, voilà, une compréhension nouvelle. Parce que juste dire oui, mais l'ego survit pas, là-bas il y a que de l'amour, donc ça revient à la question du début, c'est de se dire en gros mentalisez pas trop les mecs, ça, vous avez rien compris en fait. C'est pas, faut pas vous intéresser à ça. Retournez dans d'autres champs de recherche. Là, avec votre mental, vous arriverez à rien. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà, c'est mon positionnement en tout cas. Non, mais on va enchaîner, si vous voulez bien, sur le rêve. Je vais y arriver. Emmanuel, est-ce que, comme moi, tu as été séduit par ce chapitre, ce passage sur le rêve? Alors, ma question, mais Emmanuel, tu veux peut-être en parler d'abord, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, c'était vous présentez les différentes approches du rêve. Est-ce qu'il s'agit d'un voyage hors du corps? Est-ce qu'il s'agit d'un simple état différent
où en fait derrière il y a une ligne continue avec la vie, la mort éveillée, etc. Et le rêve n'est finalement qu'une activité du psyché, ou est-ce qu'il se passe quelque chose, une sorte de voyage spatial, une sortie de corps, etc. Comment vous avez envie de voir tout ça? Je sais pas si j'étais clair, mais si, d'accord. Dans les traditions amazoniennes ou autres, il y a l'idée qu'en fait la nuit il y a un double, voilà, qui sort en fait du corps et qui va effectivement voyager dans d'autres dimensions aussi qui est l'au-delà, hein, puisque il est fréquent pour eux de rencontrer dans les rêves des défunts. Voilà. Alors c'est aussi des choses qu'on retrouve dans nos traditions plus occidentalisées. Il y a des grandes traditions religieuses qui parlent de ça, qui ont intégré ça, c'est-à-dire le contact avec l'au-delà par le rêve, avec des défunts par le rêve, notamment l'islam, aussi certaines branches du christianisme. Donc il y a vraiment chez beaucoup de peuples l'idée en fait que le rêve est un continuum, c'est-à-dire que quelque part l'état de rêve fait le lien avec l'au-delà. Voilà, il y a les travaux, par exemple, de Marius van Frans dans son ouvrage Les rêves et la mort révèlent des choses extraordinaires sur ce sujet en montrant vraiment que quelque part, quand on s'endort la nuit, il y a quelque chose peut-être qui est très proche de la mort en fait, puisqu'ensuite on se retrouve dans cet au-delà onirique qui est peut-être le même au-delà que celui dans lequel on va aller plus tard. Alors, il y a ces pratiques, notamment en Asie, de yoga du rêve, où on essaye de son vivant d'arriver à maîtriser le rêve lucide pour justement créer ce corps subtil. Parce que l'idée, c'est que si on arrive de son vivant à être conscient et lucide dans ses rêves, à ce moment-là, on sera lucide et conscient dans l'au-delà. Donc, c'est intéressant de voir le lien, la passerelle, là encore. Donc, voilà pourquoi le rêve. Et puis, dans le livre, on a donné des exemples de rencontres oniriques avec des défunts. Et ces rencontres oniriques, elles débordent aussi dans la réalité. On a ces fameux contacts de gens qui vous disent moi, ce matin, j'étais réveillé. Ils vous disent j'étais réveillé. Hein, et j'ai vu, par exemple, mon mari décédé. Mais je ne l'ai pas vu comme un fantôme. Je l'ai vu en 3D. J'ai pu le toucher. J'ai pu parler avec lui. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui est du domaine de l'imagerie, on va dire, qu'on peut avoir du fantôme ou autre. On est sur une présence physique. Et là, le rêve tient vraisemblablement un rôle dans ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous allez par exemple faire un rêve prémonitoire, vous allez imaginer, dans ce rêve, vous allez voir par exemple votre mari qui est défunt. Vous le voyez là donc dans votre chambre, au pied de votre lit, machin, voilà, tout ça. Quelques jours après, cette scène se produit vraiment dans la réalité. Au pied de votre lit, vous voyez votre mari défunt. Vous allez repenser à ce rêve. Ce faisant, vous envoyez l'information qui va générer ce rêve. Mais l'information qui va générer ce rêve, à mon sens, ouvre aussi quelque part une porte, un croisement, un isthme entre le monde onirique et l'état de conscience de veille. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Jocelyn ? Oui, bien sûr, ouais, ça c'est passionnant. Le rêve, depuis toujours, c'est une porte vers l'au-delà, hein, c'est certain. Et c'est en fait une incursion en dehors du continuum spatio-temporel. Hein. Et on voit bien que chez les aborigènes d'Australie ou chez les Shuar d'Amazonie, ils commencent leur journée par se raconter leurs rêves, parce que le rêve préfigure en fait ce qu'ils vont avoir à vivre dans la journée. Donc cette dimension-là, en fait, elle est à la base même de leur existence. Et c'est ce qu'ils vivent dans les rêves qui finalement conditionne, informe leur journée. Donc ils ont une préscience, une préconnaissance du futur grâce à leurs rêves. Donc les contacts avec les défunts font partie de cette réalité-là depuis toujours, en fait, dans toutes les traditions, sur tous les continents. Hein. Donc on donne pas mal d'exemples aussi, y compris des exemples que moi j'ai vécu de choses comme ça. Et voilà, c'est une expérience relativement banale que de rêver d'un défunt, mais un peu plus singulière quand on rêve d'un défunt au moment même où se produit son décès, hein, comme ça m'est arrivé. Manuel, tu voulais... Non, c'est parfait. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on est à 1 heure. Donc, Ouais, enfin, il y a plein de commentaires, il y a plein de questions. Je suis désolé, je peux pas prendre tout le monde, mais ça fait très plaisir de voir tous ces commentaires. Il y a une centaine de commentaires déjà. Peut-être on devrait y en avoir une centaine. Et il y a plus de 170 personnes en direct là en ce moment.
Donc, ça passionne. On pourrait rester 4 heures. Vous voulez qu'on reste 4 heures, messieurs? Ça commence à avoir un peu faim. Non, mais on peut conclure si tu veux, Alain, une ou deux questions si tu veux. Oui, bien sûr. Non, mais oui, alors, Romuald, là, il y a Nathalie qui nous cite un livre de Jung sur les rêves et la mort. Il y a tout un texte. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire, ce que je vous ai dit en intro. Il y a une présence sous-jacente pendant tout le livre de Jung qui est omniprésent. Je sais, Jocelyn, que ça te tient à cœur, ça. Ah bah Romuald aussi, hein, c'est au cœur déjà de se souvenir du futur. On est tous les deux très férus de la pensée de Jung, hein, et le rêve et la mort, c'est Marie-Louise von Franz, hein, qui était une collaboratrice de Jung, hein, sa plus proche collaboratrice. Donc oui, la pensée jungienne, elle est extrêmement actuelle pour nous, et on est désespéré qu'elle soit complètement ignorée en fait dans l'université, dans le monde académique français, hein, au profit de Freud, hein, qui est intéressant aussi, bien sûr, sur les rêves notamment, mais Jung amène cette transcendance, quoi, cette dimension beaucoup plus riche à notre sens, en s'étant intéressé aussi à toutes les traditions, au Yiking, à la gnose, à l'alchimie, etc. Donc il y a beaucoup plus de choses chez Jung. C'est parfaitement décrit aussi. Il y a un gros passage sur l'alchimie qui est absolument passionnant dans le livre. Emmanuel, tu peux nous remontrer le livre? Voilà, parce qu'on nous a demandé. Vous voyez bien. De Loda. Voilà. On a une belle image d'illustration, c'est une belle couverture. C'est très symbolique. Et il y a un très beau site, le site de Romuald sur ce souvenir du futur, que je trouve très original. Sortir du corps, ah oui, les sortir du corps, c'est aussi, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que c'est une connexion avec la mort, le spiritisme aussi, on a eu des questions sur le spiritisme, évidemment, au début du siècle dernier, qui a été le premier mouvement à discuter avec les esprits et avec les morts, voilà, avec Alan Kardec, pardon. On pourrait en parler. On aborde tout ça dans le livre, hein, bien sûr, et je crois qu'il y a une idée force. Moi, j'ai voulu insister là-dessus, c'est que certainement, on se figure que l'au-delà, c'est une réalité unique, figée. Il y a l'ici-bas et il y a l'au-delà. Alors que pour moi, certainement, l'au-delà, c'est quelque chose de stratifié, quoi. Et on vit des expériences qui sont graduelles. Donc, l'expérience de sortie de corps, c'est un premier niveau. Le rêve, c'est un niveau aussi. Mais l'expérience de mort imminente, l'expérience de transe profonde, l'expérience psychédélique, etc., permettent d'accéder à différents niveaux. Donc, il faut imaginer que dans l'au-delà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une progression, quoi, et qui permet justement aussi une évolution. C'est-à-dire que notre évolution se poursuit aussi dans l'au-delà, mais se poursuit dans une dimension hors du temps. Donc il faut penser l'évolution autrement. Mais pour en revenir à l'histoire du spiritisme, c'est intéressant parce qu'au 19e siècle, quand il y a eu cet essor du spiritisme, il faut savoir qu'à cette époque, les grands savants, les grands scientifiques de cette époque s'intéressaient au spiritisme. Et aujourd'hui, je pense que ça serait extraordinaire qu'aujourd'hui, et on commence malgré tout, que les scientifiques se réintéressent à nouveau à cet aspect. Vous aviez des gens comme Camille Flammarion qui le soir était à l'observatoire et le lendemain était à des séances de spiritisme. Donc il n'y avait pas ce clivage entre science et spiritualité. Et aujourd'hui, on essaye de renouer ce lien en fait. Et Emmanuel, je voulais juste te faire rebondir aussi sur l'amour médecin, parce que dans ton livre et dans ton projet, tu proposes un regard avec une nouvelle approche justement de la mort et du vivant. En fait, c'est ce qu'on mentionnait aussi hors caméra avant de commencer, c'est retrouver un regard pluridisciplinaire pour voir qu'en fait, il y a un fondement commun qui s'exprime de multiples manières et peut-être s'attarder vraiment sur, non seulement à travers ça, chercher peut-être des réponses, mais surtout continuer de s'interroger, ne pas rester dans quelque chose de dogmatique, de figé, se dire aussi que peut-être la vérité est plurielle et qu'elle viendra de différentes cultures, de différents ponts qui nous restent peut-être à créer ou à dépoussiérer pour essayer de s'entendre sur cette vision unitaire et qui est bien plus vaste que celle qu'on nous propose aujourd'hui, en tout cas de cette réalité prédominante matérielle comme seule existante. Et effectivement, avec l'amour médecin, c'est vraiment l'idée, c'est à partir en tout cas de ma propre expérience, c'est essayer de créer des ponts et d'aller renouer avec différentes thématiques, notamment au niveau de la mort. Effectivement, on parlait des rêves tout à l'heure. Moi, la mort de mon père, personnellement, elle m'a été annoncée
au printemps. Il est mort le 20 décembre et c'est par un rêve. Et là, c'était vraiment une transmission, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu le sentiment de faire un voyage quelque part, comme si j'avais été transposée quelque part. Et je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui réside dans un ailleurs ou un au-delà, mais c'est vraiment beaucoup plus perméable. Les ponts sont beaucoup plus perméables que ce qu'on imagine entre toutes les différentes réalités coexistantes. Merci. Je pense que c'est une belle conclusion, messieurs. Si vous avez quelque chose à rajouter, chacun, n'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Merci à vous. Merci et à tous ceux qui nous ont suivis, bien sûr. Oui. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. N'hésitez pas, la vidéo reste en replay éternellement et même après. Donc vous pourrez la voir à l'infini. Merci à tous d'avoir été présents. J'ai pris ce que je pouvais comme message et comme question, et sinon Jocelyn et Romuald se feront un plaisir de passer sur les commentaires et de répondre un par un à chacun. Merci messieurs, merci à tous. Beaucoup. Et je pense qu'on continuera sous une forme ou une autre. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.